Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 an le mandat de l'opération conjointe Union africaine-Nations unies au Darfour, la MINUAD. Malgré un vote de 13 voix sur 14, la délégation soudanaise a émis quelques réserves sur le texte de résolution. Lorsque le Conseil de sécurité a lancé un appel à l'échange d'informations et à la coopération entre les missions de paix dans la région, il ne l'a pas fait dans la résolution concernant la mission qui opère dans le sud, la MINUS. On aurait pu s'attendre à ce que la résolution inclue un appel direct à la MINUS à coopérer et échanger des informations concernant tous les groupes rebelles du Darfour soutenus par le gouvernement du Sud, ce qui est étrange. L'ambassadeur du Soudan a également réitéré son opposition à l'appel d'un échange d'informations entre les missions de paix de la région au sujet de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA. Il nie en bloc toute présence active de la LRA au Darfour et souligne une incohérence avec les rapports de l'ONU sur la question. Il n'est fait aucune mention dans les rapports précédents du secrétaire général concernant le Darfour, ou même dans son dernier rapport qui a été présenté hier au Conseil. Il n'est pas fait mention de toute présence de la RRA au Darfour. Pour mettre fin à tout début de polémique, le représentant britannique qui a déposé la résolution a confirmé l'absence de preuves sur la présence active des LRA au Darfour. Nous avons exactement le même objectif que le gouvernement du Soudan, à savoir que la LRA ne doit jouer aucun rôle et devrait être complètement absente du Darfour. Et il n'y avait rien dans la présente résolution qui suggère que nous pensons que la LRA est active au Darfour ou que nous pourrions l'encourager dans ce sens. La mission va s'étaler sur une période de 12 à 18 mois avec un effectif de plus de 16 000 militaires. La MINUAD a officiellement pris le relais de la mission de l'Union africaine au Soudan le 31 décembre 2007. L'enrôlement biométrique des électeurs entre dans sa dernière phase avec les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, deux grands centres urbains qui réunissent à eux seuls un potentiel de plus de 3 millions d'électeurs. L'enjeu est donc de taille et les leaders politiques multiplient les appels à la mobilisation. Il s'agit d'un acte citoyen qui a une valeur sociale et politique très importante. Et je voudrais vraiment inviter les Burkinabés, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, à bien sûr poser cet acte qui va être un élément déterminant de leur engagement pour le Burkina. 10 régions ont déjà reçu le passage des équipes d'enrôlement. Mais pour l'instant, la Commission électorale nationale indépendante se montre prudente quand il s'agit de parler de chiffres et de bilan d'étape. Je m'excuse de ne pas pouvoir vous donner des chiffres. Mais par rapport aux échéances précédentes, les chiffres sont nettement au-dessus de l'expérience passée. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Mais évidemment, sous réserve de dédoublonnage. On va procéder au dédoublonnage. S'il y en a qui sont inscrits plusieurs fois, on va pouvoir les identifier et on va vous dire avec précision, telle personne s'est inscrite à tel endroit et à tel endroit. La CENI reste tout de même fixée sur un objectif, réaliser l'enrôlement de 6 à 8 millions d'électeurs au soir du 16 août, date de fin des opérations. Une prolongation serait possible si la classe politique l'exige au regard du bilan. Depuis 2 ans, l'université d'Abidjan est fermée par décision présidentielle suite aux violences post-électorales. Le temple du savoir n'a pas été épargné des dommages considérables allant de la destruction du matériel didactique au pillage de toutes sortes. J'ai effectivement appris aussi l'augmentation des frais d'inscription à l'université. Mais pour le moment, je qualifie ça d'officieux, puisque le ministre de tutelle ne l'a pas encore annoncé par les médias. Quelques mois après, l'État, à travers le ministère de tutelle, a entrepris des travaux de réhabilitation au sein de l'espace universitaire. La rentrée prochaine, fixée au 3 septembre 2012, suscitait un brin d'espoir quand la décision de l'augmentation des frais de scolarité est tombée comme un coup péré. De 6 000 francs auparavant, l'étudiant devra désormais débourser la somme de 100 000 francs, 200 000, 300 000 selon qu'il est inscrit en année de licence, de maîtrise et de doctorat, soit une augmentation de plus de 1500%. Cette décision suscite une levée de bouclier depuis l'annonce de cette mesure. Si cette décision était maintenue, je pense que c'était un cataclysme. Et imaginez, prenez l'exemple d'un parent d'élève qui est en charge
3 étudiants, 4 étudiants. Et ce sera mesure de faire face à ces frais. Mais pour moi, c'est une autre manière d'ouvrir encore la porte de sortie de l'université et mettre les étudiants à la rue. Si l'on explique cette décision par le souci de la modernisation et de la professionnalisation de la formation du système LMD, il faudra se méfier des menaces de grève de certaines associations d'enseignants et d'étudiants. Cette simple tâche de cueillir des légumes avec sa grand-mère est quelque chose que Kezia n'a peut-être jamais connu. Abandonnée à la porte d'une clinique, elle a été accueillie dans un orphelinat dans la banlieue de Kigali. Il aura fallu le dévouement d'un travailleur social et d'un psychologue de Hope and Homes, une ONG qui travaille avec le gouvernement rwandais pour aider les orphelins à retrouver leur famille. Je me sentais tellement mal et j'ai commencé à pleurer. J'ai été prise dans l'émotion, je l'ai pris dans mes bras et j'étais extrêmement heureuse. Selon une enquête nationale, la plupart des enfants dans les 34 orphelinats du Rwanda ont des parents. Cependant, il n'est pas facile de les retrouver. L'une des raisons est l'existence d'une loi qui punit l'abandon des enfants. Beaucoup de parents craignent alors de parler de leurs enfants abandonnés. Les couloirs et les salles de Port-Pefa étaient il y a quelque temps remplis d'enfants. Aujourd'hui, l'orphelinat est vide et sombre. La fermeture des orphelinats s'inscrit dans le cadre d'un plan gouvernemental visant à trouver des foyers pour plus de 3000 enfants. La fermeture m'a rendu heureux car elle a mis fin à la mission que j'ai commencée et je suis heureux que ces enfants soient placés dans des familles et qu'ils aient une vie meilleure. Paradoxalement, la fermeture d'orphelinats crée du chômage. Le gouvernement rwandais n'a pas de politique de reconversion pour les travailleurs sociaux. La fermeture des orphelinats et les replacements des enfants dans des foyers sont loin de résoudre le problème des orphelins. Il faudra peut-être miser sur une politique de prévention de l'abandon des enfants. Les call centers délocalisés en Afrique sont dans le collimateur du gouvernement français qui souhaite les rapatrier dans l'Hexagone avec la hausse du taux de chômage. Un projet que n'apprécient pas les multinationales qui réalisent d'immenses profits dans le secteur. Aujourd'hui, les multinationales françaises ont investi des millions d'euros depuis 10 ans pour externaliser leurs activités, tout ou partie, au Maghreb et au Sénégal. Un centre d'appel français facture à peu près 35 à 40 euros de l'heure à Paris et entre 25 et 30 euros en province. Le coût horaire d'une ressource externalisée. Au Maghreb, ce coût est entre 15 et 20 euros. Et en Afrique de l'Ouest, il est autour de 12 euros. Au Sénégal, une trentaine de centres d'appel ont été créés en 10 ans. Ils emploient près de 4000 personnes. On comprend qu'en ces temps de crise économique qui touche l'Europe et notamment la France, le gouvernement français cherche à, relocaliser en France un certain nombre d'emplois qui ont été délocalisés, notamment en Afrique francophone. C'est effectivement une mesure qui semble difficilement réaliste. Le développement des centres d'appel téléphoniques délocalisés n'est donc pas prêt de s'arrêter, à l'instar de la société Samres, créée il y a à peine quelques mois et qui représente le premier call center d'Afrique en suédois. Les Sénégalais généralement parlent minimum 3 langues. Donc nous avons des ressources humaines au Sénégal avec l'université de Dakar, avec le département linguistique où nous avons beaucoup d'étudiants. Il suffit d'avoir des ressources humaines de qualité pour faire le travail. Ici, des jeunes qui vont travailler dans les centres d'appel peuvent en faire un métier. Des milliers de centres d'appel téléphoniques sont implantés sur le continent. Au Maroc, ils sont 52 000 et 20 000 en Tunisie. C'est Nathalie de Bouygues Télécom. Il y a 2 jours, la mairie de Gennevilliers suspendait 4 animateurs d'une colonie de vacances pour avoir observé les jeûnes du Ramadan. Malgré la polémique qui s'en est suivie, le maire se défendait. Selon lui, le contrat signé par les animateurs exigeait qu'ils s'alimentent et s'hydratent convenablement. Il nous semble important que dans des séjours de longue durée, qui plus est à caractère sportif, ces clauses soient respectées dans les missions des animateurs. Ces clauses leur sont évidemment expliquées avant de signer leur contrat de vacataire dans le centre de vacances. Aujourd'hui, la mairie revient sur sa décision face au tollé de la communauté musulmane. Ce que nous décidons, c'est de dire à tous
on n'impose pas cet article au mois d'août. Notre attitude, elle est claire, quoi. C'est assumer nos responsabilités, faire que les parents qui nous confient leurs enfants, ils nous les confient en toute confiance et que le séjour se passe dans les meilleures conditions. Pour les 4 animateurs, c'est toujours l'incompréhension et la colère. Le collectif contre l'islamophobie en France a même prévu une manifestation symbolique samedi soir, rompre le jeûne devant la mairie de Gennevilliers. De son côté, le Conseil français du culte musulman envisage de porter plainte pour discrimination.